C'est l'heure de vous informer. Bonsoir. À Goma, la Commission européenne Adela Ib hausse les taux en faveur d'un accès humanitaire sans entrave en visite dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a multiplié les rencontres avec les acteurs humanitaires avant de se rendre à l'hôpital de Ndosho, soutenu par la CICR. Objectif, évaluer l'ampleur de la crise et plaider pour un acheminement sécurisé de l'aide. Reportage. En déplacement dans la région des Grands Lacs, la commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, Adjala Abib, a fait escale à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour évaluer la situation humanitaire sur le terrain. La matinée a débuté par une séance de travail au bureau d'ECO avec l'international Ngo Safety, organisation INESO et le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA. Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires et les restrictions qui entravent l'acheminement de l'aide dans une région marquée par l'instabilité. La commissaire a ensuite rencontré plusieurs organisations nationales actives dans la protection des civils afin de recueillir leur analyse et préoccupations face à la détérioration du contexte humanitaire. La visite s'est poursuivie à l'hôpital d'Endosho appuyé par le comité international de la Croix-Rouge CICR. Au cours de sa visite de service, la commissaire a pu observer la situation des patients le plus gravement atteints et s'entretenir à toute confidentialité avec deux femmes hospitalisées. Sur les réseaux sociaux, Adjala Abib a affirmé être venu évaluer la situation humanitaire et défendre un accès humanitaire sans entrave, réaffirmant la solidarité de l'Union européenne envers les populations affectées. L'accès humanitaire et la possible réouverture de l'aéroport de Goma devraient figurer au centre des discussions. La veille, la commissaire se trouve au Rwanda dans le cadre de cette même tournée régionale. À l'issue de sa rencontre à Goma avec Adjala Ib, commissaire européenne à la gestion des crises et l'aide humanitaire de l'Union européenne, Corneille Nangaa a annoncé ce vendredi des mesures qualifiées d'humanitaires. La libération de plus de 41 mineurs et d'une centaine de femmes associées au FARDC et au Wazalendo, ainsi que celle des descendants militaires FARDC prises en charge médicalement par l'AFC 123. Ces propos sont ici. De bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue à cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma. Nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC 23, et qui sont en soins au niveau du camp Katindo. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des batailleurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. Sur le terrain, à peine 48 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu proposé par le Joao Lourenço, les armes appellent déjà ces terres dans l'est du pays. Les FARDC et l'AFC 123 s'accusent mutuellement de violations dans les nord et les sites Kivu. Communiqué contre communiqué, chaque camp dénonce des attaques et interpelle la communauté nationale et internationale. Suivez cet élément pour en savoir plus. 48 heures seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé par l'Angola en faveur de l'Est et de la République démocratique du Congo, l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo se jettent déjà la responsabilité de la poursuite des affrontements sur le terrain. C'est vendredi, en début d'après-midi, c'est l'armée congolaise qui a rendu l'appareil un jour après avoir été accusée par la rébellion. Dans un communiqué rendu public, les FARDC informent la communauté nationale et internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 ont attaqué ses positions dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu en violation du cessez-le-feu suggéré par son Excellence Joao Lourenço, président de la République d'Angola, lit-on. Dans cette correspondance signée par le lieutenant Mac Azukai,
Les FRDC ont cité nommément les localités ayant fait l'objet des offensives de l'AFC M23 et alliés. Des incursions qui, selon elles, dénotent de la volonté de l'armée rwandaise et ses supplétifs de torpiller les processus de paix en cours. Cette alerte tombe seulement quelques heures après celle de l'AFC M23, accusant l'armée congolaise et alliée d'avoir pris d'assaut ces différentes positions et les cibles civiles à Minembwe, Mikenge, Karingi et sur l'ensemble des hauts plateaux du Sud Kivu. À son tour, l'organisation politico-militaire que dirige Corneille Nangaa a pris en témoin la communauté nationale et internationale dont elle plaint par ailleurs les silences, l'inaction et la complaisance face à des crimes graves. Ces accusations mutuelles, qui ne sont pas à leur premier essai, tombent au moment où plusieurs observateurs ont exprimé leur scepticisme quant à l'efficacité du cessez-le-feu angolais en République démocratique du Congo. Au Sud Kivu toujours, l'autonomisation de la femme s'affirme comme l'un des piliers de la vision de l'AFC M23. Une cérémonie de dotation en machine à coudre a été organisée en faveur de plusieurs femmes engagées dans l'entrepreneuriat. La remise officielle est intervenue jeudi 19 février dans la salle de l'INPP sous la conduite du gouverneur Patrick Boussouba-Nguy. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. C'est une salle de l'INPP dans la ville de Bukavu, comble et vibrante, qui a accueilli ce 19 février une dotation pas comme les autres. Devant une rangée de machines pimpantes neuves, le décor est planté. Ici, on ne parle pas seulement d'assistance, mais d'avenir et d'entrepreneuriat. C'est le gouverneur des provinces, Patrick Boussouba-Nguy Chombo, entouré des hauts cadres politiques et militaires de la F-123, qui va officiellement remettre ses outils de production aux bénéficiaires. Monsieur le directeur, je vous remets cette machine, prenez-en soin en responsable et pour le main la dignité de la population de notre province. Merci. Un geste de la révolution AFC 23 qui vise directement les femmes des vaillants soldats au front et celles vulnérables vivant dans la ville de Bukavu. Une action n'étant pas un fait du hasard, mais s'inscrivant dans l'ADN de la révolution qui est celle de placer la femme au centre du développement, a rappelé le numéro 1 de la province, Patrick Boussouba-Nguy, avant de préciser que former ses épouses de militaires, des policiers, ces femmes vivant avec handicap, c'est forger le bouclier économique de plusieurs foyers. Chama chetu cha AFC M23 kinavalorize sana wamama na tunataka kuwapatia mama heshima zao, nafasi zao katika society, kwa sababu wamama ndio wanatulea, wanatuzaa, lazima tunavalorize, sababu bila wamama kama sisi hatutaexiste. Na kwa hiyo hii ni geste kidogo peke yake tumefanya na zingine zitakuja. Pour le directeur provincial de l'INPP, ce matériel est une bouffée d'oxygène. Il salue une approche qu'il qualifie de stratégique et transformatrice pour la jeunesse et la main-d'œuvre locale. À travers cette initiative, vous posez un jalon concret dans la lutte contre le chômage et dans la promotion de l'entrepreneuriat local. Mais la journée du gouverneur ne s'est pas arrêtée là. Dès l'aube, l'autorité provinciale a pris le pouls de la ville lors d'une séance de travail avec les cadres de la F-123 dans la salle plénière de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Au menu, l'assainissement urbain. La lutte contre les marchés pirates commence à porter ses fruits. Et Patrick Boussou a tenu à rassurer ses équipes de l'accompagnement total jusqu'au bout pour faire de Bukavu une ville miroir. Dans un contexte de crise sanitaire liée à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, une importante cargaison de médicaments et intramédicaux a été déployée ce vendredi 20 février à Uvira et dans ses environs. Une mission conduite par des proches collaborateurs du chef de l'État avec la participation de Christian Ngandou, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique de l'Institut national de santé publique, vise à renforcer la riposte sanitaire au profit des populations affectées. Il en a précisé les objectifs de cet élément. Le professeur Christian Ngandou, je suis le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique de l'Institut national de santé publique au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Nous avons été sur terrain aujourd'hui à Uvira, en passant par Bujumbura bien sûr. Nous, c'est dans une délégation, une mission forte de délégués qui sont venus de la présidence, du ministère, du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, l'Institut national de santé publique, le CUSP, le Centre national de transfusion sanguine, et bien tous ces délégués, nous avons été pour évaluer les impacts négatifs en rapport avec
la guerre que Uvira a connue sur les systèmes de santé. Et aujourd'hui, l'étape était de pouvoir traverser pour aller voir ce qui se passe, évaluer les systèmes de santé de façon générale et voir aussi les principales menaces de santé publique qu'il y a, notamment aussi les aspects en rapport avec la décette en produits sanguins au niveau de cette ville de Uvira. Il y a quand même des solutions que les plus hautes autorités du pays sont en train de trouver pour cette population, notamment non seulement la mission qui a été déployée pour essayer de venir au secours de cette population, mais aussi la mobilisation des différentes ressources, notamment les équipements, les médicaments, les vaccins, qui vont être dotés à Uvira et même dans ses environs pour que les populations puissent être soit vaccinées, soit traitées convenablement et dans les conditions qui sont acceptables. Ça, c'est valable pour ceux-là qui sont à Uvira, c'est aussi valable pour les populations qui sont en déplacement externe et qui se situent dans les camps des réfugiés, ici à Bujumbura. À Ituri, la coopération entre la MONUSCO et les autorités provinciales se renforce davantage pour faire face aux défis persistants dans la région. Cette volonté commune a été réaffirmée lors d'un tête-à-tête entre le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kassama et la chef de la police de la MONUSCO, Mamouna Ouedraogo. Le détail de ces reportages. De ce tête-à-tête au gouvernorat de la province de l'Ituri, les visages de ces deux personnalités traduisent une volonté commune, celle de renforcer la sécurité en Ituri. La chef de la police MONUSCO, Mamouna Ouedraogo, a salué une coopération qu'elle qualifie de constructive et efficace entre les unités onusiennes et les forces provinciales. Dans une province confrontée encore à certains défis sécuritaires, cette collaboration apparaît selon elle comme un levier essentiel pour stabiliser complètement la situation. Il faut dire que cette collaboration est très positivement appréciée de part et d'autre. De l'échange que j'ai eu avec le gouverneur tout à l'heure, les autorités provinciales travaillent en étroite collaboration avec le bureau de la MONUSCO sur place et le chef de bureau également était avec moi, il a confirmé cette collaboration. Donc nous pouvons dire que cette collaboration est vraiment au beau fixe, toujours comme j'ai l'habitude de le dire au profit des différentes populations de la province. Et nous espérons pouvoir continuer cette collaboration, renforcer davantage ce partenariat entre le bureau de la MONUSCO au niveau de la province et les autorités provinciales. La responsable de la police MONUSCO souligne que cette synergie permet de renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain, notamment dans la sécurisation de populations civiles et l'appui aux forces locales engagées dans les opérations. Les défis ne peuvent pas finir parce que parlant de sécurité et de stabilité, c'est un peu complexe et mouvant. Donc il y a quelques poches en tout cas d'insécurité qui restent, mais les autorités provinciales sont engagées avec l'appui de la mission en tout cas pour relever ces défis-là. Mon message aux différents collègues, qu'ils soient de la MONUSCO ou des autorités provinciales, que ce soit des forces de sécurité ou de défense, c'est continuer ce partenariat. Elle réaffirme l'engagement de la police de la MONUSCO à poursuivre et consolider cette collaboration avec les autorités provinciales afin de restaurer complètement l'autorité de l'État. Un souhait ardent du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la relance de son aviation civile. À l'aéroport international d'Ndjili, le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a présidé hier jeudi la réception officielle d'un Boeing 737-800 destiné à Air Congo, une acquisition stratégique qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la RDC un hub aérien régional. Reportage. Sous un soleil radié sur les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement Jean-Pierre Bemba a présidé jeudi la cérémonie officielle de réception des nouveaux appareils Boeing 737-800 au profit de la compagnie aérienne nationale Air Congo. L'événement empreint de symbolisme marque une étape concrète dans la relance et la modernisation du transport aérien en République démocratique du Congo. L'avion
vision flambant neuf a été accueillie en présence du directeur général d'Air Congo, Mesfin Birou Welde Georgis, et la représentante de la ministre du portefeuille, Jilimbu Ishiku, ainsi que de plusieurs membres du conseil d'administration de la compagnie. Dans son allocution, Jean-Pierre Bemba a insisté sur la vision stratégique portée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, faire de la RDC un véritable hub aérien régional en Afrique centrale. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le président de la République, a-t-il déclaré. Nous ouvrons progressivement de nouvelles lignes internationales vers Johannesburg, Cotonou, Douala, Entebbe, Nairobi, Dar es Salaam et Lagos. Ce Boeing 737-800 d'une capacité d'environ 160 à 189 passagers selon la configuration vient renforcer une flotte encore modeste mais en pleine reconstruction. Avec plusieurs années de difficultés, Air Congo, successeur spirituel de l'ex-Congo Airways, mise sur ses acquisitions progressives pour reconquérir des parts des marchés domestiques et régionaux tout en améliorant la connectivité intérieure du pays, un enjeu majeur pour un territoire aussi vaste que la RDC. La cérémonie a également été l'occasion de saluer les efforts des équipes techniques et administratives impliquées dans les négociations d'acquisition et la préparation logistique. Des images diffusées par les ministères montrent l'appareil stationné fièrement devant les terminals avec les officiels posant devant les fuselages aux couleurs nationales. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous prochaine édition.